Hello tout le monde, c'est Olu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, mais on s'en fout comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. D'ailleurs la première vraie vidéo de l'année. Non parce qu'en fait, d'accord, allez on passe à la suite. Aujourd'hui on va parler d'un monstre du cinéma français. Un visage, un charisme et des répliques qui sont devenues cultes. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Je veux bien sûr parler de Jean Gabin. Jean Gabin, de son vrai nom Jean Gabin Alexis Moncorgé, est né le 17 mai 1904 dans le 9e arrondissement de Paris. Il est le plus jeune fils de Ferdinand Joseph Moncorgé, tenancier de café et comédien d'opérette, sous le nom de scène de Ferdinand Gabin, ainsi que de Hélène Madeleine Petit. Attends, on en parle du nom de sa mère? Elle devait vraiment pas être très grande, hein. Petit comme blague. T'aurais pu faire mieux quand même. Oui, bah c'est pas mon boulot. C'est le tien, le boulot, je te rappelle. Alors du coup, Hélène Madeleine Petit est plumassière du quartier du Sentier. Je suis le seul qui sait pas ce que veut dire plumassière. Très bonne question. Alors, la plumasserie est l'activité qui concerne la préparation de plumes d'oiseaux et leur utilisation dans les confections d'objets ou d'ornements souvent vestimentaires. Donc, globalement, on est sur un travail qui a disparu. Oui, heureusement. Enfin, pas totalement. Puisque dans le cinéma ou dans les cabarets, c'est les costumiers qui s'occupent de confectionner les costumes et les plumes de ces derniers. Ok, eh bien merci pour ce cours exposé. De rien. Et sa mère a fini par se reconvertir dans le registre du chant fantaisiste de café-concert sous le pseudonyme d'Hélène Petit. Le couple a eu 7 enfants, dont 3 sont malheureusement morts en bas âge. Jean a donc un frère, Ferdinand Henri, et 2 sœurs, Madeleine et Reine. Il y a vraiment des prénoms chelous. Si tu le dis. Il passe ses 10 premières années à la campagne pour lesquelles il garde toute sa vie un profond attachement. Loin de la vie parisienne, des spectacles de ses parents, il est élevé par sa sœur aînée, Madeleine, dans le petit bourg de Mériel, dans le Val d'Oise. En 1914, un coup, lors d'un combat de boxe, lui écrase le nez. Le 18 septembre 1918, alors qu'il a 14 ans, sa mère meurt. On part pas sur une super ambiance, quoi. C'est sûr, oui. Il obtient son certificat d'études primaires à l'école rue de Clignancourt, mais mauvais élève, il délaisse le lycée Jean-Jean de Sailly à Paris, où il est inscrit, et enchaîne de petits métiers, garçon de bureau à la compagnie parisienne des distributions d'électricité, cimentier à la gare de La Chapelle, manœuvre dans une fonderie, magasinier d'automobiles de Drancy, et bien d'autres encore. À 17 ans, il veut, comme son grand-père maternel, devenir conducteur des locomotives à vapeur, dont il peut voir les évolutions depuis sa chambre. En 1922, son père le force à entrer à 18 ans dans le monde du spectacle et aurait dit au directeur des Folies Bergères, Fréjol, un de ses amis, « Tiens, voici mon fiston. Il aimerait faire du théâtre. Peux-tu l'aider ? Si tu arrives à en tirer quelque chose, t'auras bien du mérite. Moi, j'y renonce. » Et deviendra figurant. De 1924 à 1925, Jean Gabin effectue son service militaire dans la Marine nationale, d'abord comme fusilier marin à Lorient, puis au ministère de la Marine à Paris. Pendant l'une de ses premières permissions, le 26 février 1925, il épouse une admiratrice, la future actrice Marie-Louise Basset. Attends, Basset ? Comme le chien ? Oui, et...
Je savais qu'il aimait la nature, mais à ce point-là... J'en peux plus de toi. Tu me désespères. Et en 1922, il devient un véritable artiste musical et chanteur, notamment grâce à ses imitations, comme celle de Maurice Chevalier, et entame un tour de chant pendant 2 ans. Il partira même au Brésil avec sa femme. Bon, ce sera un fiasco. Ils finiront tous deux par rentrer 1 an plus tard. C'est également en 1928 qu'il fait ses premiers débuts au cinéma, dans 2 courts-métrages avec le comique Raymond Dandy, dans Ohé les valises et On demande un dompteur. Ce n'est que 2 ans après, pour l'arrivée du cinéma sonore en Europe, que Jean, après avoir refusé plusieurs rôles, notamment dans Le chemin du paradis, fera ses véritables débuts en cinématographie en 1930, dans Chacun sa chance, qui est l'un des premiers films parlant français, dans lequel il joue aux côtés de son ex-épouse Gaby Basset. Puis, il enchaînera les tournages, devenant tour à tour policier, cambrioleur, vendeur, mécanicien, soldat, capitaine de péniche dans La Belle Marinière, que Jean considère comme son premier grand rôle. Son père meurt le 17 novembre 1933. Et 3 jours plus tard, Jean épouse, à la mairie du 16e, Jeanne Mauchin. 3 jours après. Oui, et on va avoir droit à quoi encore? Comme blague de mauvais goût cette fois-ci? Oh, tout de suite. Si tu le dis. C'est en 1935 qu'il devient une star du cinéma français grâce notamment à son charisme exceptionnel et à Julien Devivier, réalisateur français des années 30 à 60, qui lui offre les rôles principaux de La Bandera avec Annabella, qui sera son premier succès, puis La Belle Équipe avec Charles Vanel, dans lequel il chante la chanson Dans ces films, il incarne des héros tragiques et romantiques, ainsi que d'origine populaire, et aura plusieurs rôles grâce à Jean Renoir, qui sera l'imposé dans Les Bas-fonds avec Louis Jouvet, puis en 1937 dans le film de guerre La Grande Illusion, qui obtient un énorme succès public et critique, qui deviendra un classique du cinéma français. Puis en 1941, il refusera de tourner pour les Allemands pendant l'occupation. Il franchira finalement la frontière espagnole en février 1941. Il est arrivé à Barcelone et obtient un visa du consulat américain et peut donc se rendre en Amérique. Et débarque à New York. Et s'expatrie à Hollywood tout de suite après. Il y tournera quelques films, notamment La péniche de l'amour avec Ida Lupino. Et en 1942, après avoir pris contact avec la France combattante, il lui est demandé de jouer dans le film de propagande gaulliste L'Imposteur, dont le succès critique et public est mitigé. Puis, par patriotisme, il s'engage en avril 1943 dans les forces françaises combattantes du général de Gaulle. Il sera embarqué comme canonnier et chef de pièce sur le pétrolier et l'Orne. En juillet 1945, à 41 ans, le plus vieux chef de char de la France libre est démobilisé et revient au monde du spectacle avec des cheveux blancs. De retour en France, il veut reprendre sa carrière d'acteur, mais il a changé physiquement, ainsi que moralement. Et de nouveaux acteurs romantiques sont apparus, tels que Jean Marais, Gérard Philippe ou Daniel Gélin. Lui et sa compagne, Marlène Dietrich, refusent de tourner dans Les Portes de la Nuit, car cette dernière ne veut pas interpréter la fille d'un collaborateur. En 1946, après avoir acheté les droits du roman, il incarna le rôle titre de Martin Roumaniac, aux côtés de Marlène. Le film Laminé
par la critique, obtient tout de même 2,4 millions d'entrées, ce qui est pour l'époque un succès commercial. Notable d'ailleurs. Cependant, le film est victime d'une légende, qu'il est d'usage de lire et d'entendre. Un meurtre dissimulé? Un fantôme? Une malédiction? Tu as attisé ma curiosité. Oui, enfin, une légende, c'est plutôt une rumeur qui prétend que le film est un échec commercial, ce qui est totalement faux. C'est tout? Ah, je suis déçu. Moi qui m'attendais à un... Enfin, tu vois. Non, je vois pas. Oui, bah, tu sais quoi? Je préfère pas savoir, ok? Et malheureusement, son succès ne sera pas réitéré avec le film policier Miroir. De plus, il se trouve difficile de trouver des rôles à sa mesure. Et comme si cela n'était pas assez, sa relation avec Marielle se désagrège petit à petit. Il nourra des relations avec Maria Mauban, puis en 1947 avec Colette Mars. Ces relations resteront sans suite. Le 28 mars 1949, 2 mois après leur rencontre, il épouse Christina Fournier, dit Dominique, qui est déjà mère d'un enfant, Jackie, et avec qui il a 3 enfants. Florence, née en 1949, Valérie en 1952 et Mathias en 1955. La même année, il tient le rôle principal du long métrage Au-delà des grilles, qui obtient l'Oscar du meilleur film étranger. Cette même année, il est narrateur dans une pièce musicale de Léo Ferré, écrit pour la radio, qui se nomme De sacs et de cordes. Au cinéma, on peut le retrouver dans l'adaptation d'une pièce d'Henri Bernstein, mais c'est sa prestation de mécanicien aveugle dans La nuit est mon royaume qui lui vaudra l'éloge de la critique et de remporter la coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine. Et ce succès se confirme avec 2,5 millions d'entrées. En 1952, un de ses rêves d'enfant, investir une bonne partie de ses revenus dans le domaine de la Pichonnière, situé sur la commune de Bonnefoy. Ce domaine, il l'agrandira plusieurs fois et fera construire à proximité en 1956 et 57 une demeure qu'il baptisera la Montcorgerie et deviendra sa résidence familiale et se lancera dans l'élevage de bovins et assouvira également sa passion pour les chevaux. Il créera la Pinochière à la fin des années 50, une écurie d'une quinzaine de chevaux de course. Et très vite, il acquiert une certaine renommée dans le milieu épique. Fera même aménager dans la fin des années 50 un hippodrome sur l'un de ses terrains, à Moulins-la-Marche. Et cet hippodrome sera nommé après sa mort Hippodrome Jean Gabin. En 1952, il tourne avec Michel Morgan dans La Minute de Vérité de Jean Delannoy, qui triomphera en salle avec plus de 3 millions d'entrées. Mais son premier vrai grand succès public, c'est dans Touchez pas au Grisby de Jacques Becker en 1954, qui enregistre 4,7 millions d'entrées en France, et c'est dans ce film qu'il rencontre ce qui deviendra son grand ami Lino Ventura, dont c'est le premier film. Ce succès lui vaut de recevoir 3 fois la victoire du cinéma français, en 1952, 55 et 56. En 1955, son succès se confirme avec L'Air de Paris de Jean Renoir et Michel Audiard, qui devient son ami et qui, avec ses dialogues, est pour beaucoup dans le succès de ses films. Puis, il enchaînera film sur film. Il est un coup le maréchal Lannes dans Napoléon de Sacha Guitry, restaurateur dans Voici le temps des assassins, et beaucoup d'autres encore. Notamment bourgeois aux côtés de Bourvil dans La traversée de Paris, un film qui est une anthologie du cinéma, où il y aura lieu une scène culte avec Louis de Funès
alors méconnu. Vous êtes sûr de lui? Absolument. Et en plus, je lui ai rien dit. Il sait même pas où on est. J'aime mieux ça. Alors revenez, vous. C'est vous qui avez fait ça? Et alors? Compliment, c'est du joli travail. Là, un cochon qui n'a pas eu à se plaindre. Vous y connaissez? J'aime beaucoup la charcuterie. Ce que je préfère dans le cochon, moi, c'est la palette. Bon, on parlera de ça après, hein. Et vous, c'est pas la palette que vous préférez? Si. Ah, à propos, elle les a trouvés bons, les rognons, Madame Mariette? Ils étaient pas mauvais, mais un petit peu trop frais tout de même. J'aime mieux la palette. Avec un petit vin d'Alsace. Tiens, à propos de vin d'Alsace. C'est pas du rhum que vous avez là? Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron veut te payer le coup, il est assez grand pour le faire, non? Oui, mais il n'y pensait pas. Bon, bah servez-vous et perdons pas de temps. C'est la rue, là, hein? Bah, qu'est-ce que vous voulez que ça soit? Eh oui, la rue Poliveau. Quoi, la rue Poliveau? Ben quoi? Y a pas de mal à habiter la rue Poliveau, c'est une gentille petite rue. Petite rue, patron. Ah non! Je vous ai dit qu'on est pressé. Et ce soir, c'est pas la porte à côté, hein? C'est la rue de Pic. Oh, le pic? Vous m'aviez dit rue du temps. Ouais, bah ça fait pas de grosse différence. 2 bornes. Oh, toi, maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole. 8. Ouais, moi, je te demande rien, hein. C'est bon, disons 400 francs. Oh, mais à ce prix-là, cherchez des clochards. Moi, je suis un homme. Ça va, je fais un effort, 450 francs. 900 francs pour les deux, hein? Dites-moi, patron, c'est bien le numéro 45 ici? Pourquoi me demandez-vous ça? Ah bah pour rien, puisque je le sais. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, Paris, 5e. Ah, laisse-nous tranquille, on part sérieusement. Bon, entendu pour 900. Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau, pour moi, ce sera 1000 francs. Patron, faites comme s'il n'était pas là. Vous me donnez 900 francs, je m'arrange avec lui. Écoutez, Martin, tant pis, je perds 1000 francs, mais vous allez me foutre le pain en bleu de votre petit ami, dont vous êtes absolument sûr. Mais laissez donc, il sait pas ce qu'il dit. Vous voyez bien que c'est une cloche. Pas sûr. Moi, il me fait peur, ce type-là. D'abord, il a des dents en or. Et après? Et si c'était un flic, hein? Ah? Un vrai ou un faux? Tout ça, je m'en fous bien, c'est pareil. Vous avez bien travaillé? Ah, mais c'est... Monsieur Jambier, 45 rue Poliveau. Maintenant, c'est 2000 francs. Oh! C'est mon fils. Mais vous avez votre main où? Tenez. Merci. En 1958, il prête ses traits au commissaire Maigret, mais également à Jean Valjean, dans Les Misérables, un film qu'il tourna aux côtés de Bourvil et de Bernard Blier. Il continuera les succès avec En cas de malheur, Les grandes familles, Archimède, Le clochard, film dont il aura eu l'idée. En 1959, il rencontre le producteur Jacques Barre à Deauville et signera peu de temps après un contrat d'exclusivité. Et grâce à ce contrat, il jouera dans de très grands films, notamment le drame politique Le Président d'Henri Verneuil, sorti en 1961, qui est l'adaptation d'un roman de Georges Simenon. Malgré quelques ennuis, en 1962, avec le domaine agricole, ou plutôt les problèmes du domaine agricole contre Jean Gabin, en 1963, son contrat d'exclusivité avec Jacques Barre n'est pas renouvelé. Il crée donc avec Fernandel la société de production Gaffé. La fin des années 60 est marquée par la sortie de beaucoup de très bons films dans lesquels il joue, comme Le Tonnerre de Dieu, Le Pacha, Le Tatoué avec Louis de Funès, et l'excellent film Le Clan des Siciliens avec Alain Delon et Lino Ventura. Les années 70 marqueront une baisse de régime pour l'acteur,
Mais au début des années 70, en Amérique, on parle de Jean Gabin. Pour un rôle, lequel à votre avis? Bah, je sais pas. Mais attends, en Amérique? Oui, en Amérique. Alors, une idée? Toujours pas, non. Eh bien, on parlera de lui pour interpréter le rôle inoubliable de Don Corleone dans Le Parrain. Quoi? Ah oui, quand même. Bon, il ne sera finalement pas retenu, mais quand même, cela prouve à quel point il était connu. Et juste prenez une minute et imaginez Don Corleone, interprété par Jean Gabin. Ça aurait été génial. Je te le fais pas dire. Le 3 avril 1976, il préside la première cérémonie des Césars. En octobre 1976, il apprend, lors d'une interview télévisée du président de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Michel Debatisse, qu'il ne touchera pas l'indemnisation de l'impôt sécheresse. Comprenant qu'il ne sera jamais accepté par le monde paysan, il décide de vendre son domaine agricole normand de la Pichonnière. Cet événement le touche profondément, à un tel point que quelques semaines plus tard, le 15 novembre 1976, il meurt à l'âge de 72 ans des suites d'une leucémie à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Il avait connu quelques problèmes de santé sur le tournage de 2 hommes dans la ville. Ses obsèques, le 17 novembre, au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, attirent une foule considérable et sont retransmises à la télévision. Selon ses dernières volontés, son corps est incinéré et ses cendres sont ensuite envoyées à Brest pour être dispersées en mer le 17 novembre 1976. Se déroule en présence de son épouse, de ses enfants, de personnalités amies comme Alain Delon et Odette Ventura. Une cérémonie dans laquelle ses honneurs militaires lui seront rendus. Alors, avant de vous donner les 6 films que je vous conseille, je vais vous donner quelques chiffres supplémentaires pour vous montrer à quel point Jean Gabin fait partie des monstres sacrés du cinéma français. Sur les 96 films de sa carrière, il totalise 161 millions d'entrées. Sur les 96 films de sa carrière, il totalise 61 millions d'entrées entre 1946 et 1976. Mais sur ces 96 films, 32, soit 34%, sortis entre 1930 et 1945, ne sont pas comptabilisés. Et dans ces films, on peut compter quelques chefs-d'œuvre, dont La Belle Équipe, La Grande Illusion, Gueule d'amour, Le Quai des Brumes et bien d'autres encore. Alors maintenant, on va pouvoir passer à mes 6 recommandations. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt, c'est bon. Parfait. Alors, on va commencer par Les Misérables, sorti en 1958 de Jean-Paul Lechanois. La Traversée de Paris, sorti en 1956, de Claude Autant-Lara. Puis, Le Clan des Siciliens, sorti en 1969, de Henri Verneuil. Les Grandes Familles, de 1958, par Denis de la Patellière. Et, pour terminer, Le Président, sorti en 1961, d'Henri Verneuil. Eh bien, je pense qu'on doit être sur la vidéo la plus longue de cette chaîne. Et je dois être honnête, j'ai un peu galéré pendant l'écriture. Mais voilà, aujourd'hui, on parlait d'un géant du cinéma. Et c'était un plaisir de faire cette vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. En plus, on n'est pas loin des 50. Hein? Ah oui. En attendant, c'était Eolus.
Tchuss.